Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau document vidéo qui est consacré à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre 2021 et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Sagittaire. Vous voyez ici donc le soleil et la lune qui sont en conjonction. Vous savez déjà que la nouvelle lune marque le redémarrage d'un nouveau cycle de lunaison. C'est, pour paraphraser la célèbre chanson de Charles Trenet, le moment où le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc, cette nouvelle lune, comme vous le savez, est donc le redémarrage d'une lunaison, puisque la lune, comme je vous l'ai déjà indiqué dans mes précédentes vidéos, se déplace à peu près de 1 degré toutes les 2 heures, et elle va donc progressivement se détacher du soleil pour former son premier quartier, c'est-à-dire ce que l'on appelle la lune croissante. Elle sera certainement à ce moment-là peut-être au mi-temps du signe du Poisson. Nous allons même d'ailleurs en faire tout de suite l'observation. Ça sera un petit peu plus agréable d'illustrer d'une façon dynamique mon propos. Donc vous voyez que la lune là est en train de se déplacer. Voilà, le 6 décembre, elle est en Capricorne. Au fur et à mesure, évidemment, que la lune se déplace, le soleil, lui, avance de 1 degré par jour. Donc, nous continuons. Le 7 décembre. Le 8 décembre, elle sera à 11 degrés du Verseau. 25 le 9. Et là, le 10, nous arrivons progressivement à la formation du premier quartier. Alors, là, nous allons procéder de façon horaire, donc on va avancer cette lunaison tranquillement. Vous voyez, au niveau des horaires, ça défile, voilà, et nous allons arriver tranquillement au premier quartier, c'est-à-dire la lune croissante, qui se fera par contre le 11, en fait. Elle aura lieu le 11. Alors là, il faut que je reparte un petit peu en arrière, vous voyez. Voilà, pour essayer de la faire, voilà, vous voyez, à peu près le 11 décembre, vers les 3 heures du matin, nous aurons le premier quartier de la Lune, c'est-à-dire la Lune croissante. Ensuite, elle va continuer son avancée, progressivement, pour arriver à ce que nous appelons la pleine Lune, qui, elle, va se faire. Là, c'est pareil, elle aura lieu donc le 19 décembre. On va reculer en termes d'horaire, vous voyez, voilà. Et nous aurons donc à ce moment-là, vous voyez, une opposition Lune-Soleil. Ça marquera donc le moment où la Lune sera à son plein. Hein. C'est comme je vous l'ai expliqué, l'alignement approximatif Soleil, la Terre qui est au centre et la Lune. Et ensuite, elle va continuer sa course jusqu'au carré décroissant, ce que l'on appelle le dernier quartier de lune. Donc pareil, elle va suivre sa course et elle devrait se faire normalement là dans le signe de la Balance, puisque le soleil, poursuivant sa course de 1 degré par jour, est rentré dans le signe du Capricorne. Et vous allez voir que, voilà, nous sommes là, vous voyez, voilà, nous sommes là au dernier carré, hein, la lune décroissante, et ensuite elle va rejoindre de nouveau le soleil en Capricorne pour former la prochaine nouvelle lune. Voilà, donc on va tout de même revenir rapidement sur notre exemple pour former cette nouvelle lune du 4 décembre. Allez, on y va. Voilà, 12 degrés 22, nouvelle lune. Cette nouvelle lune a donc lieu dans le signe du Sagittaire. C'est donc une nouvelle lune qui va être sous la maîtrise, sous la domination de Jupiter, puisque, comme vous le savez, Jupiter est la planète qui a maîtrise sur le signe du Sagittaire. Autrement dit, cette lunaison va se déployer dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, et qui a pour maître à bord Jupiter. Nous aurons donc une lunaison jupitérienne. Alors, quelle interprétation donner à une lunaison jupitérienne? Eh bien, on peut dire que cette lunaison-là
a plutôt une valeur dynamique expansive. Jupiter étant une planète d'extraversion, une planète d'affirmation, contrairement à Saturne qui est plutôt une valeur d'introversion. Saturne est aussi une force d'affirmation, mais beaucoup plus discrète, beaucoup plus sourde. Jupiter est beaucoup plus véhément, beaucoup plus démonstratif. C'est Zeus, c'est l'autorité qui s'affirme et qui s'exprime d'une façon claire, nette et précise. Donc là, nous avons cette lunaison-là qui a ce caractère de feu, ce caractère igné, et le Soleil représente les forces du conscient et la Lune les forces de l'inconscient. Nous sommes donc là en proie avec une nouvelle Lune extrêmement dynamique, extrêmement, je dirais, flamboyante, et qui tend à, je dirais, se livrer, à s'épancher, à ne pas être dans la retenue. Alors comme celle-ci est sous la maîtrise de Jupiter, il est bon, pour toujours rester dans la dynamique du jeu des maîtrises, de voir ce que précisément Jupiter, le gouverneur de cette lunaison, fait durant cette lunaison. Alors, Jupiter. Nous voyons que Jupiter se trouve dans le signe du Verseau, à 25 degrés du signe. Et le maître donc du Soleil et de la Lune n'entretient aucun aspect avec cette lunaison. Donc, on peut dire que le couple Soleil-Lune est libre dans son action. On dit qu'ils sont férales, l'un par rapport à l'autre. Ils n'entretiennent aucun lien, que ceci soit des liens de tension, des liens harmoniques ou disharmoniques. Mais il faut toutefois retenir que, comme la Lune va se détacher progressivement du Soleil, elle va donc aller progressivement au sextile de Jupiter. Vous voyez, on va la faire avancer, 10 heures, vous voyez, elle avance, et nous voyons que elle va arriver vers les 23 heures, je pense, car voilà, dès 23h43, elle formera un sextile à Jupiter. Autrement dit, nous sommes bel et bien dans une dynamique cyclique pour cette nouvelle lune jupitérienne. À cette dynamique jupitérienne pour cette lunaison, nous allons voir un petit peu comment s'orchestrent les autres planètes. Comme Jupiter, lui, est maître de cette nouvelle lune, en Sagittaire, Jupiter, lui, est par contre sous la gouvernance, sous la maîtrise d'Uranus, puisqu'il se trouve en Verseau. Donc il est intéressant de regarder immédiatement ce que Uranus fait durant cette lunaison. Nous savons qu'il est actuellement dans le signe du Taureau. Voilà, nous avons un Uranus ici en Taureau, à 11 degrés du signe, et nous voyons que lui aussi n'entretient aucun lien avec Jupiter, sur lequel il la maîtrise, pas plus qu'avec cette nouvelle lune. Donc là, pour l'instant, nous avons au niveau des jeux de maîtrise, d'interaction, une totale liberté. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'échange, donc on peut dire que c'est déjà une lunaison très libre en elle-même. Les planètes sont en pleine liberté de leurs moyens d'expression. Elles ne sont pas entravées les unes des autres. Le locataire et le propriétaire, eh bien, il y a, on va dire, un silence tacite, il y a une entente. Pas de bruit, pas d'écho, pas de colère, pas de lutte, tout va bien, chacun chez soi. Alors on va regarder la suite maintenant. Nous allons regarder Mercure, qui est une planète très importante, puisque Mercure signe notre façon de communiquer, notre façon de penser. Il marque également notre mobilité. Comme je dis, c'est à la fois la mobilité intellectuelle, mais aussi la mobilité physique. Et nous voyons que Mercure est dans le signe du Sagittaire et qu'il est en conjonction de cette nouvelle lune. Nous avons donc là une conjonction Soleil, Lune, Mercure. Or, ce Mercure, il est sous la maîtrise également de Jupiter. Donc, autrement dit, nos moyens d'expression vont être jupitériens. Ce qui veut dire que là, nous ne serons peut-être pas dans la réserve. Nous aurons certainement besoin d'exprimer le fond de notre pensée, Soleil, ce que nous avons plus ou moins, comment dirais-je, refoulé dans le monde de la Lune, puisque la Lune marque l'inconscient, et ce Mercure qui marque quand même l'élément
de communication, de lien, d'échange, lié à cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, signe de feu jupitérien, laisse à présager que ça va être une période où la parole va se libérer, si tant est qu'elle fût, je dirais, bâillonnée, mais tout au moins là, nous ne serons pas dans la retenue. Par le fait qu'elle est jupitérienne, cette expression, chacun se sentira dans son droit de parler, d'affirmer ses idées, ça veut dire qu'il va y avoir de la véhémence. Alors comme toujours, là où il y a de la véhémence, il faut toujours faire attention à ne pas trop déborder, à ne pas couper la ligne jaune, comme je me le plais à le dire souvent. Il faudra faire preuve de modération, mais tout au moins on voit là, comment dirais-je, par ce triptyque en Sagittaire, il y a du feu, il y a de l'extraversion, il y a de l'éloquence, il y a de la force de persuasion, bref, on s'exprime, on dit ce qu'on pense, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Regardons maintenant ce que fait Vénus, qui est une planète plutôt d'accord et non pas de discorde. Eh bien, la petite Aphrodite, comme vous le voyez, elle est dans le signe du Capricorne, elle est à 22 degrés du signe du Capricorne, et ma foi, eh bien, elle aussi, par rapport à l'ensemble des planètes que nous avons actuellement sous les yeux, elle n'entretient aucun aspect. Donc nous voyons que nous avons actuellement, hormis cette conjonction Soleil-Lune-Mercure, c'est l'unique aspect, cette conjonction que nous avons. Alors, que dire de cette charmante Vénus en Capricorne, laquelle a pour maîtrise Uranus qui est dans le signe du Taureau, car comme vous le savez, le Taureau a pour planète maîtresse Vénus. Alors, cette Vénus en Capricorne, qu'en dire? Eh bien, le signe du Capricorne est le signe du plein hiver, puisqu'il marque l'entrée dans la saison. La planète du Capricorne, c'est Saturne. Autant dire que cette Vénus, qui a besoin de beauté, de chaleur, de raffinement, eh bien, elle va être sur les terres froides, arides, vraiment sèches du Capricorne. Alors cette petite Aphrodite, elle va grelotter, elle risque de se sentir un peu seule, un peu perdue sur comment dirais-je, sur cette terre capricornienne. Elle va donc avoir besoin de chaleur, besoin de beaucoup de présence, surtout que non loin de cette chère Aphrodite, nous avons une planète qui est là et qui est bien installée, eh bien c'est le sieur Pluton. Et oui, Pluton est juste là. Nous avons une conjonction Vénus-Pluton qui est en formation. Elle est appliquante puisque Vénus est en train de se diriger vers Pluton. Alors une conjonction Vénus-Pluton, eh bien ce sont les forces d'Eros, la Lune, et de Thanatos, Pluton. C'est un cocktail, il est vrai, de passion, mais dans le signe du Capricorne, cette passion tend à s'intérioriser. Elle n'est pas dans sa forme expressive. D'ailleurs, nous voyons que Pluton forme un semi-sextile à Jupiter. Hein. Alors, le semi-sextile est un aspect extrêmement harmonieux, très difficile à vivre et à exprimer parce que il est extrêmement subtil, il est très très propice aux créateurs, aux artistes, aux penseurs, et effectivement, cette conjugaison Vénus-Pluton-Jupiter, là, est très très bonne pour les penseurs, pour les créateurs. Donc, cette Vénus qui va parler le langage de l'amour et des sens de façon beaucoup plus feutrée, beaucoup plus silencieuse, eh bien, elle sera propice à, je dirais, l'expression, mais pour soi-même, en solitaire. Donc, ça peut être le moment où on peut commencer à rédiger un journal, où on peut commencer à écrire un roman d'amour, je ne sais pas, tout ce qui relève du clavier de Vénus, surtout que Mercure, qui marque l'expression, hein, est dans le signe du feu, du Sagittaire, avec la Lune qui marque l'inconscient, qui marque l'élément féminin. On a là un très beau cocktail pour l'expression des sentiments. Mais cette Vénus Capricorne conjoint Pluton peut aussi donner, pour ceux qui sont seuls, un sentiment encore beaucoup plus aigu de la solitude. Et évidemment, pour combler ce vide, il faudra puiser dans ses ressources intérieures, donc Capricorne, pour arriver à ne pas sombrer dans une forme de nostalgie, de mélancolie, qui sont quand même des sentiments qui véhiculent
de la tristesse. Alors, puisque cette petite Aphrodite, Vénus, est dans le signe du Capricorne sous la maîtrise de Saturne, il est bon de regarder ce que fait ce cher Chronos. Et oui, Saturne, le père tape dur, comme j'aime bien l'appeler. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Saturne est dans le signe du Verseau. Voilà. Il est à 9 degrés du signe et nous voyons qu'il forme un sextile à la nouvelle lune, et il forme un carré à Uranus. Alors, ce Saturne-là, au carré d'Uranus, nous voyons que la formation du carré est en route, puisque Uranus est dans sa phase de rétrogradation, donc le carré est en pleine formation, et il sera exact le 24 décembre. Ça veut dire que nous sommes encore dans un climat de grande tension, un climat de difficulté. Saturne et Uranus étant deux planètes très antinomiques. Saturne, c'est le passé, le conservatisme, la tradition. Uranus, c'est le futur, la révolution, la liberté, bref. Les deux, là, qui se regardent en coin, le carré, c'est deux planètes qui se regardent en coin, ça marque encore un climat dur, un climat froid, sec. J'en avais déjà parlé dans mes différents articles que cette fin d'année risquait d'être encore dure. Et quand on voit ce carré Saturne-Uranus et cette Vénus en Capricorne conjointe à Pluton qui va commencer sa phase de rétrogradation durant le mois de décembre, sur ce point je vous renvoie à mon article sur mon site où j'ai parlé de la Vénus rétrograde. Et Vénus va rester dans le signe du Capricorne jusqu'au mois de mars 2022. Vous voyez, donc là, on rentre encore dans une période où se dégage de ce carré Saturne-Uranus et de cette Vénus Capricorne qui se plutonise, un moment où on va peut-être se sentir un peu seul, chacun chez soi, un peu en coupure de lien, ou tout au moins, il faudra vraiment puiser dans nos forces intérieures pour apporter de la beauté, de l'amour et de l'harmonie autour de nous, parce que d'un point de vue extérieur, organisationnel, eh bien, il en ira tout autrement. Et nous voyons en plus que ce Saturne, vous voyez, fait un beau sextile tout de même à cette nouvelle lune. Donc ça veut dire qu'il y a quand même là du soutien quelque part, on a quand même la possibilité de construire, de structurer, de donner de la forme à nos sentiments et à nos moyens d'expression. Voyons maintenant ce que fait Neptune. Parce que Neptune est une planète, vous savez, très intéressante à observer, très curieuse, et souvent, on a tendance à l'oublier durant les transits. C'est vrai que c'est une planète de dématérialisation, ce n'est pas une planète qui a à voir avec le plan matériel, et quelquefois elle nous glisse entre les doigts. Et oui, Neptune, le dieu Poséidon, qui symbolise l'océan. Alors Neptune, il est en Poisson, voilà, il est ici, il est à 20 degrés du Poisson, et nous voyons qu'il fait eh bien, un sextile à Vénus. Vous voyez? Donc Vénus qui a besoin d'émerveillement, qui a besoin de nourriture, si je puis dire, de la nourriture céleste, parce que la nourriture terrestre, elle en a, là, les pieds sur les terres du Capricorne, mais malheureusement, elle ne va pas récolter grand-chose, elle ne va pas y trouver grand-chose, donc il faut vraiment, je le répète, qu'elle puise en elle-même. Et alors, justement, Neptune lui envoie un merveilleux sextile. Eh bien, un sextile de Neptune-Poisson, ça vient un petit peu fertiliser cette terre sèche du Capricorne. Donc, il y a là une source d'inspiration vers tout ce qui relève de la vie intérieure, de la vie spirituelle, mais aussi de la vie artistique. Tout ce qui a trait au monde immatériel, en fait. C'est là qu'il faudra orienter notre force d'amour et la force de nos sentiments dans ce monde de l'imaginaire qui est propre à Neptune, qui est aussi le monde des émotions, et qui est aussi le monde de l'intimité, de l'expression très, comment dirais-je, très feutrée des sentiments et de l'amour. Donc, cette Vénus a quand même ce soutien. Mais ce Neptune, par ailleurs, eh bien, voyez, il est à 20 degrés, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un carré à Mercure. Alors là, attention, nous avons un Mercure qui prend le cycle de lunaison, qui se trouve sous la maîtrise, excusez-moi, de Jupiter et au carré de Neptune. Alors là, attention, on a vraiment là
la configuration du débordement, c'est-à-dire ça monte, ça monte, ça monte et ça déborde. On se laisse gagner par ses émotions, on se laisse gagner même par les puissances de l'inconscient. Et au bout d'un moment, eh bien, on vide son sac. On met tout sur la table. Parce que vous voyez, Mercure, qui est ici, est au carré de Neptune. Donc tout de même, il est nourri par Neptune, mais comme c'est un carré, il y a là, eh bien, une tension, et les tensions, les freins, au bout d'un moment, ça disjoncte. Donc il faudra quand même se montrer prudent également durant nos déplacements. Comment dire pour illustrer mon propos? Écoutez, si vous conduisez et que vous avez un chauffeur devant vous qui ne roule pas assez vite à votre convenance, écoutez, ne rentrez pas en guerre contre lui, essayez un petit peu de dévier et essayez d'aller vers Vénus justement qui est au sextile de Neptune. Vous mettez de la musique, hein, vous ouvrez l'autoradio et vous écoutez de la musique qui vous détend et vous évitez de rentrer dans la pagaille et la confusion que cette configuration-là peut engendrer. Voilà le conseil que je peux vous donner à ce propos. Mais, voyons voir, il manque une planète, là, et pas des moindres, c'est Mars. Or, Mars, il est dans le signe du Scorpion. Et Mars en Scorpion, il est dans son signe, il est chez lui, il est en pleine expression de ses moyens. Et nous voyons que Mars joue un rôle très important lors de cette lunaison. Il est au trigone de Neptune, au carré de Jupiter et au sextile à la fois de Vénus et de Pluton. Donc ce Mars-là, trigone Neptune, carré Jupiter et sextile Vénus-Pluton. Nous avons donc là un Mars très puissant. Il est porté par la vague de Neptune. Donc là, c'est le débordement. C'est la multiplication à la fois de la puissance du désir, mais c'est aussi la multiplication de l'agressivité. Neptune vient porter. Il envoie un trigone. Et vous savez, le trigone, il est ni bon ni mauvais, tout dépend ce qu'il met en action et tout dépend aussi des interrelations qui s'établissent avec les aspects. Donc on a un Mercure, on a un Neptune, pardonnez-moi, qui porte Mars. Mais ce Mars est au carré de Jupiter. Or Jupiter c'est l'ordre, c'est la règle, c'est un peu l'avocat. Alors on a le débordement neptunien et puis on a l'ordre qui arrive. Alors là, il y a un élément de contradiction, ça ne fait pas forcément bon ménage tout ça. Donc là aussi, attention aux prises de décision, attention de ne pas se laisser emporter, attention de ne pas trop courir derrière des chimères. Neptune, ce n'est pas forcément l'idéalisme, hein. Et comme Mars symbolise le désir, l'élan, l'attaque, hein, attention de ne pas, comment dirais-je, se laisser emporter par des dérives qui pourraient à la fin se retourner contre soi, puisque Jupiter, qui marque la justice, pourrait avoir là, dans cette configuration-là, un rôle de remise en part et pas forcément des plus agréables. Et comme Mars, de plus, il est au sextile de Pluton, son comparse du Scorpion, puisque comme vous le savez, Mars et Pluton sont les deux planètes du signe du Scorpion, il est donc extrêmement nourri et extrêmement soutenu, ce Mars. Donc, il est à la fois, je trouve, très positif sur le plan de nos désirs, sur le plan de notre volonté d'action. C'est un moment où on peut être porté par le désir d'entreprendre, mais alors, attention parce que, en même temps, Mars en Scorpion, c'est pas forcément la patience, pas du tout. Et comme il y a Neptune, eh bien, ça peut être la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'autant plus, je vous le rappelle, que nous avons une lunaison jupitérienne dans laquelle Mercure, qui marque la communication, s'incorpore. Voilà. Alors ensuite, comme toujours, il convient, selon votre thème astrologique, d'intégrer cette nouvelle lune dans votre thème natal, voir dans quelle maison ce cycle de lunaison a lieu, pour voir le secteur de votre vie qui sera principalement touché au moment de cette nouvelle lune. Hein? Alors il va sans dire que les natifs du Sagittaire, du Poisson,
du Gémeaux et de la Vierge sont principalement concernés parce que ce sont les 4 signes mutables. Également par sextile, les natifs du Verseau et de la Balance, mais également par trigone, les signes de feu du Bélier et du Lion. Vous voyez comment une lunaison interagit sur l'ensemble pratiquement du zodiaque. Sont épargnés les signes d'eau, quand je dis épargnés, c'est une façon de parler, sont épargnés les signes d'eau, et encore, ce n'est pas vrai, excepté pour le signe du Poisson qui est concerné. Donc vous voyez comment une simple lunaison rentre en interaction avec l'ensemble du zodiaque. Alors c'est à vous ensuite de bien calquer cette figure qui symbolise le moment où la pleine lune est vraiment exacte, et ça c'est l'instantané du ciel qui ensuite va évidemment bouger, puisque Mercure, Lune, Vénus vont continuer à avancer, ce sont les planètes les plus rapides, ainsi que Mars, mais Mars lui il reste à peu près 2 mois dans un signe, donc il n'est pas encore sorti du Scorpion. Voilà, ici s'achève cette note sur cette nouvelle lune, si j'ose dire. J'espère que cette présentation vous aura quelque peu éclairé. Bon, vous savez, on n'épuise jamais l'interprétation d'une nouvelle lune. C'est, comment dirais-je, chaque astrologue aura sa façon de l'appréhender, sa façon de l'exprimer. C'est ce qui constitue en fait la richesse de l'astrologie, mais reste que nous avons quand même des points d'enracinement, des socles qui nous sont communs les uns et les autres. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à très très bientôt pour un autre document vidéo. Et merci de votre fidélité et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des nouvelles vidéos à chaque fois que celles-ci seront en ligne. À bientôt.